de l'IHEDN cette année pour ce cycle. Mais cette nouvelle triste, je la complète tout de suite d'une nouvelle beaucoup plus réjouissante, c'est qu'un nouveau cycle est déjà prévu à partir de septembre prochain. Donc l'amiral vous donnera lui-même les dates et les intervenants prévus pour le premier semestre, pour le premier trimestre de l'année. Enfin, le dernier trimestre de l'année civile, le premier trimestre de l'année universitaire après les vacances. Enfin, vous m'avez compris. Donc, je ne vais pas vous présenter le conférencier de ce soir parce que l'amiral le fera beaucoup mieux que moi. Je vais juste vous donner quelques nouvelles, quelques informations de la villa. D'abord, vous aurez remarqué que c'est un cadre inhabituel dans lequel nous nous trouvons. Alors, je vous donne l'explication de ces constructions qui paraissent étranges quand elles sont nues. Elles seront bientôt habillées puisque ce sont des caissons d'exposition qui accueilleront à partir du 23 juin, enfin ouverture au public à partir du 24 juin prochain, une exposition de photographie qui s'inscrit, qui est organisée par les rencontres de la photographie d'Arles. C'est la première fois que les rencontres de la photographie d'Arles sortent des murs d'Arles. Ils ont appelé ça le Grand Arles Express, et ils organisent pour la première fois des expositions ici à Marseille, à la Villa Méditerranée, à Avignon et à Nîmes. Et nous sommes très heureux à la Villa Méditerranée d'accueillir cette exposition qui s'appelle Imperium Romanum et qui est consacrée au thème des survivances archéologiques de l'Empire romain sur le pourtour méditerranéen dans leur contextualisation actuelle. C'est une exposition dont j'ai vu, pour l'instant je n'ai vu que des catalogues, mais qui nous a paru tout à fait intéressante parce que, au-delà du geste artistique, bien sûr, très fort et très intéressant, c'est aussi au cœur des sujets que nous traitons à la Villa Méditerranée, cette unité du bassin méditerranéen, cette unité civilisationnelle qui, bien sûr, a connu son apogée à l'époque romaine, enfin une de ses apogées, en tout cas à l'époque romaine. Et les thèmes abordés par cette exposition touchent aussi bien les questions d'aménagement du territoire que les questions du tourisme et la survivance de ce patrimoine romain. Donc je vous invite à partir du 24 juin prochain à venir visiter cette exposition. Alors, en dehors de cette exposition, je dois aussi vous annoncer encore 2 mardis de la Villa. Donc c'est le dernier mardi IHEDN, mais comme vous le savez, en dehors des mardis IHEDN, il y a aussi d'autres mardis qui font que nous avons pu cette année avoir un cycle de conférences quasiment tous les mardis, avec quelques exceptions près. C'est l'objectif que nous nous fixons pour l'année prochaine, enfin encore une fois année au sens universitaire du terme. Il y aura de nouveau un mardi par mois organisé par l'IHEDN Euro-Méditerranée, un mardi par mois organisé également sur des thèmes géopolitiques avec François Burga et le laboratoire WAFA du CNRS, un mardi par mois grand témoin et un mardi par mois économique organisé avec la Tribune. Donc pour terminer cette année, nous avons, terminer en tout cas, pour continuer cette année, il y a encore d'autres annonces, d'autres mardis qui auront lieu au mois de juillet. Pour le mois de juin, nous aurons la semaine prochaine, 21 juin, nous accueillerons l'ambassadeur Yves Aubin de la Messusière. Pour les gens qui s'intéressent au Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est un nom très connu. L'ambassadeur Yves Aubin de la Messusière, qui a pris sa retraite il y a quelques années, a terminé sa carrière comme ambassadeur à Rome, mais avant cela, il avait été ambassadeur notamment en Irak et en Tunisie. C'est un des meilleurs arabisants du Quai d'Orsay. C'est un des meilleurs spécialistes de la région. Et il doit sortir un livre. Seulement, à l'origine, nous avions fixé la date de cette conférence en fonction de la sortie de son livre. Entre-temps, la maison d'édition a reporté un peu le livre, donc il viendra sans son livre la semaine prochaine. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas venir. Je vous invite vivement à venir l'écouter, nous parler d'un point sur la... Non, pardon, ça c'est aujourd'hui. Voilà, je vous dis une bêtise. Recomposition géopolitique dans le monde arabe. La semaine prochaine avec Yves Aubin de la Messusière. Et puis le 28 juin, nous aurons, le 28 juin, nous aurons une conférence
sur un thème parent de celui qui sera traité ce soir. Donc peut-être qu'on pourra considérer le 28 juin comme le deuxième volet de la conférence de ce soir. Ce sera Henri Marty-Gauquier, directeur honoraire de la Banque européenne d'investissement, qui était à la Villa il y a quelques jours encore dans le cadre des rencontres de Cybèle, et qui reviendra donc à Marseille, dont il est un visiteur régulier, pour nous parler, pour faire une conférence sur le thème « Face aux enjeux posés par la situation en Méditerranée, quel rôle pour l'Union européenne et sa politique européenne de voisinage ?» Donc l'intitulé même de la conférence vous montre qu'il y a une parenté claire avec la conférence de ce jour. Mais je suis certain que, d'ailleurs c'est dommage que vous ne soyez pas là le même jour, parce que je suis sûr qu'il y aurait une complémentarité entre vos deux approches. En tout cas, je vous invite vivement à venir écouter Henri Marty-Gauquier le mardi 28 juin. En dehors des mardis, la Villa fonctionne heureusement d'autres jours que le mardi. Et cette semaine, elle fonctionnera de manière très active jeudi et vendredi, puisque nous accueillerons des journées méditerranéennes des médias, avec notamment jeudi soir à 19h. Alors ça, ce n'est pas dans les pense-bêtes qui vous sont distribuées, donc écoutez bien ce que je dis. Le reste, vous aviez déjà ça par écrit. Ce que je vous dis maintenant, vous ne l'avez pas par écrit. Jeudi soir, nous accueillerons un collègue à moi, un collègue de Bernard Valero du Quai d'Orsay, Gaël Vessière, sous-directeur de la presse, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, qui nous parlera de diplomatie et communication publique. C'est une conférence publique ouverte à tous. Je vous invite fortement à venir écouter notre collègue du Quai d'Orsay qui vous parlera de la communication, et notamment en période de crise, mais pas seulement, de la communication du ministère des Affaires étrangères. Le même jour, donc il y a plusieurs activités, mais ça vous trouverez le programme plus détaillé des journées Méditerranée des médias sur le site internet. Je ne vais pas vous assommer maintenant de trop de rendez-vous. Je veux juste signaler que le même jour, avant le début de ces journées des médias, nous accueillerons la consule générale de France à Tanger, notre collègue Muriel Sauret. Nous avions il y a quelques mois accueilli l'ambassadeur de France à Alger, Bernard Rémier. C'est une nouvelle tradition que nous souhaitons mettre en place ici à la Villa Méditerranée, que les chefs de poste diplomatiques ou consulaires, quand ils passent en France, eh bien, fassent un saut ici à la Villa Méditerranée pour parler de leur pays ou de leur région d'accréditation et des coopérations qui existent entre ces pays ou ces régions et les partenaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc dans cette série de rendez-vous, ce deuxième rendez-vous aura lieu jeudi prochain à 11h avec Muriel Sauret, consul général de France à Tanger, et Anita Dollfus, directrice de l'Institut français de Tétouan. Comme vous le savez, dans la région Tanger-Tétouan à l'OCIMA, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, je ne le savais pas moi-même il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai su quand je suis allé à Tanger il y a un an. La capitale administrative de cette région est Tanger, mais la capitale universitaire est Tétouan. C'est à Tétouan que se trouve la grande université du nord du Maroc. Et donc c'est pour cela que l'Institut français est installé non pas à Tanger, mais enfin il y en a un aussi à Tanger, mais le plus important des deux est celui de Tétouan. Et donc Anita Dollfus, directrice de cette antenne de l'Institut français au Maroc, accompagnera Muriel Sauret. Tout cela, donc je le répète, jeudi 16 juin à 11h. Voilà, j'arrête maintenant les petites annonces. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, bienvenue. Encore une fois, merci. Alors, comme je représente Bernard Valero, il faut quand même que je me mette dans ses bottes et que je reprenne les propos qu'il tient habituellement, et notamment ceux qu'il vous adresse, Amiral, à propos des remerciements qu'il adresse au nom de la Villa, mais également au nom de tous ceux qui viennent régulièrement aux conférences que vous organisez. Un remerciement pour ce cycle de conférences toujours de très haut niveau, de très bonne qualité. Merci de les organiser, merci d'avoir choisi la Villa Méditerranée pour les accueillir, et soyez sûrs que nous sommes tout à fait heureux à l'idée de prolonger cette coopération avec vous à partir de septembre prochain. Merci beaucoup, monsieur, pour ces propos aimables, trop aimables sans doute. Je vais maintenant juste dire deux mots sur mon ami Erwan Lannon. Erwan Lannon est
professeur de droit. Il enseigne à l'université de Gand en Belgique. Il enseigne aussi, ce qui est moins connu, au Collège de l'Europe, notamment à Varsovie, le Collège de l'Europe Natoline, où il m'avait fait autrefois l'honneur de me demander de m'exprimer également. Mais Erwan a une véritable passion pour la Méditerranée. Il est expert sur ces questions-là, le droit et la Méditerranée, auprès de différentes institutions. Et il prolonge son activité ordinaire de professeur par des engagements personnels auprès d'universités du Sud, notamment auprès d'universités de Tunisie, pour essayer d'accompagner ce pays dans la formation de ses élites. Il connaît bien la Méditerranée pour l'avoir pratiquement parcouru complètement, tous les pays, à l'exception de deux, j'ai compris, la Libye et la Syrie. Donc c'est un véritable expert non seulement de droit, mais aussi des questions méditerranéennes qui ce soir va nous parler des relations au sein de la politique européenne de voisinage. Merci beaucoup. Merci d'être là dans un comment dirais-je, un contexte un peu difficile. J'ai même dû changer plusieurs trains pour venir de Bruxelles, donc j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous, donc merci beaucoup d'être ici ce soir. Merci à la Villa Méditerranée et à Euromed et à HEDN de m'accueillir. Je vais demander aux techniciens, s'il veut bien, de passer à l'autre version. J'ai quelques cartes, voilà, qui seront utiles parce qu'effectivement, l'idée d'avoir un point de situation sur la politique de voisinage me paraît assez appropriée en ce moment. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle dans le jargon européen au niveau de la révision à mi-parcours. Alors je vais un peu vous embêter parce que effectivement Jean-François l'a souligné, je suis juriste. Je vous rassure, j'ai aussi un diplôme de sciences politiques et de relations internationales et stratégiques, donc je ne suis pas un juriste pur et dur, mais je vais quand même vous sortir pas mal de textes évidemment. Mais pour bien commencer, une bonne carte permet de bien situer la question parce que cette politique de voisinage est éminemment complexe. C'est vraiment le produit d'une administration européenne. Et ce que je me suis dit en préparant cette présentation, c'est qu'il serait très important de faire œuvre de pédagogie, et ça complétera certainement ce que va vous dire dans quelques semaines Henri Marty-Gauquier, que je connais très bien, qui va se centrer, j'imagine, plus sur les questions d'actualité, mais je pense qu'il est important de revenir aux origines, comment la PEV s'est mise en place. Alors je commence avec une carte que j'ai faite moi-même avec une ancienne étudiante qui était géographe, et qui n'est pas du tout la carte que vous aurez au niveau de l'Union européenne. Simplement pour vous montrer que les pays qui sont couverts par la PEV sont en vert. Alors vous voyez, vous avez plusieurs nuances de vert. C'est le vert foncé, c'est pour ceux qui participent pleinement à la politique européenne de voisinage, et dans notre jargon, ce sont ceux qui ont des plans d'action. Donc vous voyez le Maroc, la Tunisie. Par contre, l'Algérie, si elle a un accord d'association, n'a jamais conclu de plan d'action. La Libye est censée être un partenaire, mais n'a jamais eu une relation contractuelle. Par contre, l'Égypte est bien engagée, de même que la Jordanie, Israël ou les territoires palestiniens. Et la Syrie est toujours restée en dehors. Évidemment, depuis le déclenchement de la guerre civile, elle est dans une autre dynamique. Mais n'oubliez pas que vous avez, en tout cas au départ, c'est ce qu'on va voir, 3 pays de l'Est, et en fait 4, parce que la Russie était censée être la première visée par cette politique de voisinage. Donc en haut, Biélorussie, Ukraine et Moldavie. Et par la suite, vous voyez qu'au niveau du Caucase, ce qu'on appelle le Caucase méridional, c'est-à-dire Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, se sont joints également à cette politique de voisinage. Donc l'idée, c'est de faire vraiment un tour d'horizon et de comprendre d'où vient véritablement cette politique euro-méditerranéenne de voisinage. Alors, oui, voilà, vous voyez, j'ai fait un petit plan simplement pour que vous ayez à l'esprit les différentes dates. Encore une fois, c'est assez technique, mais vous voyez qu'entre 2002 et 2006, c'est la genèse. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça au niveau de l'Union européenne. Mettre plus de 4-5 ans simplement pour poser les bases théoriques d'une politique. Mais c'est ce qui s'est passé. Il y avait aussi des raisons financières. C'est pour ça que vous voyez qu'on a une première phase de la PEV qui couvre 2007-2013.
Et aujourd'hui, on est au niveau de la deuxième phase, 2014-2020. Ça, ce sont des logiques purement budgétaires, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Mais ça compte énormément dans les dynamiques européennes, parce que finalement, c'est là que l'on décide quels seront les montants financiers qui seront alloués. Donc retenez ces trois phases, 2002-2006 pour la genèse. Je parle de 2007-2016 parce que c'est ce qu'on va couvrir, mais la première phase, c'est vraiment 2007-2013 et la seconde, 2014-2020. Et on va se concentrer sur cette question des propositions de novembre 2015, parce que ce sont les propositions qui sont sur la table pour réformer la politique européenne de voisinage. Alors je voudrais revenir au départ. Et quel est le départ? C'est une lettre qui s'était intitulée Wider Europe, c'est-à-dire l'Europe élargie, et qui a été signée par Javier Solana, qui à l'époque était le premier haut représentant de l'Union européenne, donc un embryon de ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, et Chris Patten, qui était le commissaire responsable à l'époque des relations extérieures au sein de la Commission européenne. C'est là que tout commence. Et on a à peu près tout dans cette lettre, que je ne vais pas vous lire entièrement, mais on fait référence au futur élargissement de 2004. Ça, c'est le point le plus important au départ. Il faut comprendre que cette politique de voisinage a été conçue pour anticiper le grand élargissement de 2004 à la Pologne, à la Hongrie, etc., en pensant aux futurs voisins. Et on pensait avant tout à la Russie. C'est la Russie qui était la première visée. On parle également dans cette lettre d'harmonisation des législations, de définition d'un espace commun, et à la marge, on parle de la Méditerranée, simplement à la marge. Au départ, ce n'est vraiment pas l'objectif premier. Ce que vous avez ensuite, c'est le Conseil européen de Copenhague, qui fait suite directement à cette première initiative. Donc le Conseil européen, comme vous le savez, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, donc c'est l'autorité politique suprême de l'Union européenne, qui décide effectivement dans le cadre des conclusions de ce Conseil européen, de mettre en place cette politique. Et vous voyez très clairement qu'on vous parle d'abord de l'élargissement. Encore une fois, la politique de voisinage est créée pour répondre aux défis du futur élargissement, qui donnera au processus d'intégration européenne une nouvelle dynamique. C'est là une occasion importante de faire progresser les relations avec les pays voisins sur la base de valeurs politiques et économiques communes. L'Union demeure résolue à éviter, et ça c'est avec le recul très intéressant de le souligner, éviter la formation de nouvelles lignes de débarcation en Europe et à promouvoir la stabilité et la prospérité à l'intérieur et au-delà des nouvelles frontières. Oui. Alors j'ai mis en italique les lignes de démarcation. Pourquoi? Regardez, aujourd'hui, la Crimée a été annexée, nous avons une guerre dans le Donbass, nous avons la Transnistrie, l'Ossétie du Sud, le Nagorno-Karabakh. C'est exactement l'inverse. Donc vous comprenez bien que par rapport aux objectifs initiaux, on est dans une situation qui est quand même problématique. Plus au sud, on pourrait parler de Daesh et de la remise en question des accords Sykes-Picot. Je poursuis ces conclusions du Conseil européen. Vous voyez, l'élargissement resserrera les relations avec la Russie. Point. L'élément le plus important, c'est le point. C'est la Russie avant tout, la Russie. Et ensuite, vous voyez, on mentionne un certain nombre de pays, mais ce n'est pas l'ordre alphabétique. On commence par l'Ukraine. L'Ukraine est la deuxième des priorités. Moldavie ou Moldova, Bélarus, et les pays du sud de la Méditerranée qui arrivent un peu en fin de parcours. Pourquoi? Pour promouvoir, dans le cadre d'une démarche à long terme, des réformes démocratiques et économiques ainsi qu'un développement et un commerce durable. Ça, c'est un autre élément important. L'APEV, qu'est-ce que l'APEV? C'est une machine à promouvoir des réformes. En fait, c'est ça vraiment ce que vous avez au cœur de l'APEV. Alors, ça va générer, dès le départ, des réactions contradictoires qui vont venir notamment de Romano Prodi, qui, à l'époque, est président de la Commission européenne. C'est assez paradoxal, vous voyez, le président de la Commission européenne qui ne partage pas forcément l'approche de son commissaire ou du représentant, et il va donner deux conférences. Donc, vous voyez, juste avant le Conseil européen de Copenhague, ce serait en effet une grave erreur que de construire la nouvelle Europe en négligeant le berceau de l'Europe, c'est-à-dire la Méditerranée. Donc il attire l'attention sur les États membres en disant, attention, ne négligez pas la Méditerranée. Il faut une politique de voisinage, certes,
Et vous voyez, il renverse la tendance en nous disant qu'il impliquera toutes les régions situées en bordure de l'Union, du Maghreb à la Russie, et non pas de la Russie à la Méditerranée. Donc vous voyez très clairement qu'il y a un petit jeu qui se met en place à ce moment-là. Il nous dit, le mot d'ordre de la politique de voisinage, c'est tout sauf les institutions. Ça a été très mal compris. En fait, ce que ça voulait dire simplement, c'est vous pouvez vous intégrer à l'Union européenne de manière très forte, mais la limite, c'est l'adhésion. L'adhésion n'est pas possible. C'est ce que veut dire tout sauf les institutions. Et puis, il nous parle ensuite du fait qu'il souhaiterait que l'Union soit entourée d'un cercle de pays amis, encore une fois, du Maroc jusqu'à la Russie et la mer Noire. Le cercle de pays amis est quelque chose de très important parce que c'est la théorie des cercles concentriques. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez Moscou qui va commencer à prêter l'oreille, évidemment, et à se poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce que cette politique européenne de voisinage. Mais le processus est lancé, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez la Commission européenne qui est en charge d'émettre un certain nombre de propositions. Et voilà l'une des premières communications. Donc, on va voir 3 communications, quelques extraits rapides, 2003, 2004 et 2006. Ça, c'est la première qui cafouille un petit peu. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y avait une question purement administrative. C'est-à-dire qu'on était aussi, ici en 2003, à la fin du processus de négociation d'adhésion, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliers de fonctionnaires qui ont travaillé sur l'élargissement. Et en fait, on les a vus arriver progressivement dans le domaine de la politique européenne de voisinage, parce que l'idée de base est de dire la stratégie de préadhésion de l'Union européenne qui a conduit à l'adhésion de la Pologne, de la Hongrie, a été une des politiques qui a rencontré le plus de succès. Essayons d'exporter cette méthodologie dans le cadre de la politique de voisinage. Et ça, on le voit très clairement ici. L'Union devrait offrir à ses voisins de nouvelles perspectives d'intégration économique en contrepartie de leur progrès concret dans le respect des valeurs communes et la mise en œuvre effective des réformes politiques, économiques et institutionnelles. Ça, rien que ça, c'est déjà de la préadhésion 100%. Notamment la mise en œuvre effective des réformes, c'est du vocabulaire de préadhésion, et notamment dans l'alignement de leur législation sur l'acquis. Donc c'est exactement la méthode qui est utilisée au niveau de la préadhésion. On va même un peu plus loin, et là, regardez, la Russie est toujours dans la course. L'Union devrait offrir à la Russie, aux NEI occidentaux et aux pays du sud de la Méditerranée qui arrivent encore à la fin, une perspective de participation au marché intérieur, la poursuite de l'intégration. On va même aller un petit peu trop loin. Si vous voulez, ces fonctionnaires tellement habitués à la stratégie de préadhésion nous disent que l'on va promouvoir la libre circulation des personnes. Je dois vous dire que quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise en disant, attendez, vous parlez du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, promouvoir la libre circulation des personnes. On ne parle pas des travailleurs, on parle bien des personnes, des biens, des services et des capitaux. Si on n'avait pas compris, on nous met entre parenthèses les 4 libertés. Donc ça, c'est une erreur, évidemment, parce qu'il est question uniquement de facilitation des visas, malheureusement. Mais vous comprenez bien quelle était la logique derrière. Voilà les 2 objectifs généraux de départ, mais vous voyez, l'idée est assez claire. Intégration économique, réduire la pauvreté, développer les relations. Alors ça, c'est le premier objectif. Ce qui est plus curieux, c'est le deuxième. Vous voyez, subordonner l'offre d'avantages concrets et de relations préférentielles aux progrès réalisés par les pays partenaires en matière de réforme. Ça, en fait, c'est de la méthodologie. Mais si vous voulez, l'un des objectifs, c'est de transposer la méthodologie de préadhésion à la PEV. Et c'est là où ça va coincer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a un vrai problème aujourd'hui. Et surtout, ce qui va se passer, vous allez voir, c'est qu'en 2004, la Russie va décider de dire niet. Parce qu'évidemment, une fois qu'elle a compris que c'était une méthodologie qui consistait à noter les progrès réalisés par l'élève sur la voie de l'adhésion à travers des rapports d'évaluation, c'est devenu évidemment un peu problématique. Donc là, je vais aller assez rapidement. En tout cas, en 2004, dans cette seconde communication, qu'on a appelé document d'orientation, on précise un peu plus cette méthodologie. Donc vous voyez, le plan d'action, en fait, qui est soi-disant adopté conjointement, on pourra revenir à ce niveau-là si ça vous intéresse dans le temps des questions, c'est l'instrument essentiel qui définit les priorités de la coopération, si vous voulez.
et qui s'appuie sur un certain nombre de priorités, de principes communs. Et vous voyez bien, le niveau d'ambition des relations de l'UE avec ses voisins tiendra compte de la mesure dans laquelle ces valeurs sont effectivement partagées. Donc vous voyez tout de suite que la conditionnalité est très très forte. Ce qui va poser un certain nombre de problèmes par la suite. Et vous voyez, c'est ici où on met clairement que c'est la Commission qui rendra compte périodiquement de ces progrès sur la base de cette évaluation. Et on pourra réexaminer le contenu des plans d'action, et éventuellement les adapter, les renouveler. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui se passe lorsque vous êtes un pays candidat. Aujourd'hui, par exemple, la Turquie. Régulièrement, vous avez des rapports d'évaluation qui sont publiés et qu'attendent les journalistes, et on essaye de voir si la Turquie a été un bon élève, si elle a fait ses devoirs à la maison. Quand je dis devoirs à la maison, c'est un ambassadeur tunisien qui me dit en 2004, ça y est, j'ai compris ce qu'étaient les plans d'action, ce sont les devoirs à faire à la maison. Donc vous comprenez un peu la perception de nos collègues qui commencent à se poser vraiment des questions sur cette transposition un peu artificielle de la stratégie de préadhésion. Et voilà, tout change, puisque la Russie déclare « ça ne m'intéresse pas cette politique de voisinage, il est hors de question pour moi de me retrouver dans le même environnement que certains pays que je ne citerai pas pour l'instant, mais la Russie est une puissance à part entière, et il décide de développer un partenariat stratégique avec la création de 4 espaces communs. » Alors, évidemment, ça change beaucoup de choses, parce que vous l'avez compris, au départ, la Russie était la première visée. Donc évidemment, ça change tout. Et que nous propose la Commission? Mais c'est d'inclure 3 nouveaux pays qui n'étaient pas prévus au départ. Les 3 pays du Caucase méridional. Donc Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, qui ne figuraient pas sur la feuille de route au départ. Donc eux sont très contents. On a eu une révolution en Géorgie. Il y a évidemment un intérêt énergétique, le lien entre la Caspienne, la mer Noire notamment. Donc bon, voilà ce qui se passe en 2004. Mais vous voyez qu'en moins de 2 ans, les perspectives changent de manière assez considérable. On arrive en 2006, donc ça c'est simplement pour vous dire qu'il faut attendre 2006 et cette communication sur le renforcement de la politique de voisinage pour avoir une idée à peu près claire de l'objectif final. Et ça c'est un élément très important qui est un peu technique, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Vous savez sans doute qu'avec les pays méditerranéens, les pays partenaires comme le Maroc ou la Tunisie, nous avons, dans le cadre du processus de Barcelone, signé des accords d'association. Ces accords d'association mettent en place une zone de libre-échange, mais qui est assez limitée, d'abord aux produits industriels. Ici, on va nettement au-delà, c'est-à-dire qu'on va compléter ces accords de libre-échange sur les produits industriels par les produits agricoles, ça a été le cas avec le Maroc par exemple, les services, mais surtout aller au-delà au niveau de la convergence. Ici, on parle de convergence totale dans les domaines commerciaux et réglementaires. Donc tout ce qui est normes techniques, règles sanitaires, règles d'origine, le droit de la concurrence. Alors, ça c'est assez logique dans une certaine mesure pour la Méditerranée, mais imaginez pour l'Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie. Ça, c'est de l'alignement sur le système européen. C'est ce que comprennent bien à ce moment-là les Russes. Donc, par la suite, on verra guerre en Géorgie, guerre dans le Donbass. Mais pour la Russie, j'avais une étudiante, notamment Anatoline, une Russe. Je lui avais demandé de traduire la doctrine russe. Je lui ai demandé à cette époque-là comment est perçue la politique de voisinage de l'Union européenne. Elle m'a répondu directement comme étant une politique hégémonique. Mais ça, c'est clair et net si vous lisez ça. C'est-à-dire, alignez-vous, harmonisez vos législations sur les législations européennes, ce qui veut dire un changement complet. Et vous voyez qu'on va très très loin, et c'est là où on en parle de ces fameux ALECA, dont vous avez sans doute entendu parler, les accords de libre-échange approfondis. Donc approfondis, c'est au-delà des produits industriels, produits agricoles et services, et complet, c'est cette convergence normative et réglementaire. On parlait déjà de celui que prévoyait de négocier l'Union européenne avec l'Ukraine. Je vous rappelle que quand même Maidan a débuté justement par rapport à la signature de cet accord de libre-échange complet et approfondi qui a amené une révolution, un changement de gouvernement, une guerre dans le Donbass et une annexion de la Crimée. Ce n'est quand même pas tout à fait négligeable. Donc ça, c'est vraiment un élément tout à fait important à souligner à ce niveau-là. Donc, si vous voulez,
ce qui est très important de voir, c'est le départ. Cette genèse est très importante, vous le comprenez bien, parce qu'on se centre d'abord sur la Russie, qui ne veut pas jouer le jeu, et ensuite c'est la méthodologie de préadhésion qui est appliquée, mais vous ne comprenez bien qu'au bout du chemin, il n'y a pas d'adhésion. C'est-à-dire que les contraintes sont énormes. Et les moyens financiers qu'on va mettre à la disposition de nos partenaires sont insuffisants par rapport à l'ampleur des réformes. Et ça, il faut vraiment le comprendre, parce qu'aujourd'hui, tout est un petit peu confus, on a vraiment du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais voilà, en tout cas, le départ, et vous avez la véritable mise en œuvre. Donc là, on entre dans cette logique budgétaire, donc cette première phase 2007-2013, c'est l'instrument européen de voisinage et de partenariat, qui va permettre de fournir une assistance communautaire en vue de l'établissement de cette zone de prospérité et de bon voisinage. Alors, je vais simplement vous montrer un ou deux éléments qui sont assez intéressants. Le premier sont des éléments de conditionnalité, c'est des références aux valeurs. Alors, ce qui avait été un peu curieux, c'est que, vous voyez, ce paragraphe 3 stipule que l'Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, et cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins. Donc ça, c'était très curieux, si vous voulez, parce que, par exemple, dans la déclaration de Barcelone, on se réfère, bien entendu, aux valeurs universelles. Là, il y a quand même cette européanisation, on sent bien qu'il y a un mouvement qui est plus dirigé vers les pays de l'Est. Et pour vous donner une idée de l'enveloppe financière, 11 milliards 181 millions d'euros, donc pour la période 2007-2013, mais pour les 16 pays. Donc je vous laisse faire le calcul par tête d'habitant, ça ne fait pas grand-chose pour faire des réformes aussi importantes. Donc on a un premier règlement financier. Le problème, c'est que là, on est en 2007, 1er janvier 2007, mais en 2008, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une guerre en Géorgie, très importante, qui va créer, encore une fois, la création de nouvelles lignes de démarcation. Pourquoi? Ça permet à Poutine de faire en sorte que ces pays n'adhèrent pas à l'OTAN. D'accord? Ça, c'est la simple raison. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez avoir la création de l'Union pour la Méditerranée, qui a été promu par Nicolas Sarkozy, et en même temps, ce qu'on appelle le partenariat oriental, donc qui est l'équivalent, dans une certaine mesure, de l'Union pour la Méditerranée, mais pour l'Ukraine, la Géorgie et l'ensemble des pays du partenariat oriental. Surtout, ce qui va se passer 2 ans après, c'est la première révolte en Tunisie, qui arrive fin 2010. Ça va se prolonger, évidemment, en Égypte, par la guerre en Libye et en Syrie. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez, vous avez cette période 2007-2013, je m'excuse de revenir toujours sur les cadres, mais ils sont importants. Vous avez une révision à mi-parcours, ou un réexamen à mi-parcours, qui est prévu pour 2010-2011. C'est-à-dire qu'on fait un petit bilan de la première phase, si vous voulez. Ça se passe normalement, le commissaire en charge commence à faire des consultations, et tout d'un coup, on voit les premières révoltes en Tunisie. Et là, j'ai travaillé à l'époque au secrétariat général du Conseil. C'est un petit peu la panique dans les institutions européennes. Ils devaient publier 2 communications, dont une sur la révision de la politique de voisinage, améliorer un peu les choses après quelques années de mise en œuvre. Mais en fait, ils vont en publier 2. Et la première est en fait une réponse artificielle à ce qu'on a appelé les printemps arabes. Elle est publiée en mars 2011, et vous voyez, on nous propose un nouveau partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée. Alors, ce qui est très important, je vais vous montrer les principaux points de ces 2 communications, mais il faut comprendre que ces communications publiées en 2011 influencent le cadre que l'on a aujourd'hui pour 2014-2020. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va essayer d'abord d'aider à la transformation démocratique en renforçant les institutions. Vous voyez que c'est vraiment l'écho de ce qui s'est passé en Tunisie. On vous parle de réforme constitutionnelle, de système judiciaire, de lutte contre la corruption, mais aussi d'un appui à la société civile. On cible les jeunes, on parle de croissance et de développement économique durable et inclusif, des PME, des régions peu favorisées. Donc vous voyez très bien le contexte tunisien qui est derrière. Bon, très bonne chose, mais on va voir comment ça se transmet dans la 2e communication. Donc la première ne couvrait que la Méditerranée. Comme je vous le dis, c'est une réponse un peu artificielle à ce qu'on a appelé les printemps arabes. Et la 2e est celle qu'on attendait, qui est publiée juste après, en mai 2011.
une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation. Et là, que se passe-t-il? On insiste sur la conditionnalité. Et ça, c'est très problématique. Vous voyez, le renforcement du soutien de l'Union à ses voisins est conditionnel. Il dépendra des progrès accomplis en ce qui concerne l'établissement et la consolidation de la démocratie, ainsi que le respect de l'état de droit. L'aide de l'UE sera d'autant plus importante que les réformes internes d'un pays progresseront efficacement et rapidement. C'est ce qu'on a appelé le plus pour plus ou le more for more. Donc, une stratégie incitative qui se renforce, très conditionnelle, jusqu'au point d'inventer un nouveau concept. Ça, quand même, ça a été quand même assez formidable. Donc, révolution tunisienne, Égypte, la Commission européenne et le représentant, parce que c'est une communication conjointe, nous proposent d'établir une démocratie solide et durable. Donc, voilà. Et nous met en avant même une série de critères à l'aune desquels on pourra évaluer s'il s'agit bien d'une démocratie solide et durable, des élections libres et régulières. D'ailleurs, l'Union a mis en place une mission en Tunisie, par exemple, liberté d'association, d'expression, de la presse, des médias, administration de l'état de droit par un pouvoir judiciaire indépendant, la lutte contre la corruption, la réforme du secteur de la sécurité et du maintien de l'ordre, y compris la police. Alors, évidemment, la première réflexion a été de dire, mais attendez, est-ce que tous les États membres respectent tous ces critères? Parce que ça ressemble beaucoup aux critères de Copenhague. Je prendrai simplement la lutte contre, c'était ma première réaction, la lutte contre la corruption, je prends Transparency International. Je ne suis pas sûr que tous les États membres soient devant tous les partenaires qui font partie de la politique de voisinage. En fait, ce n'est pas le cas. Juste en passant. Mais vous voyez le paradoxe. Ça a été ma première réaction. Ma deuxième réaction a été de dire, mais attendez, vous renforcez une conditionnalité pour un pays comme la Tunisie, qui est en phase de transition, qui par définition va passer par des phases difficiles au niveau administratif, au niveau économique, c'est pas très en adéquation. Alors ça c'est très important parce qu'encore une fois ça conditionne ce qui se passe aujourd'hui, mais dans le cadre du réexamen de 2015-2017, on nous dit qu'on va devenir plus pragmatique et plus souple, c'est-à-dire c'est en contradiction avec ce renforcement de la conditionnalité que vous avez déjà en 2015. Et bon, ça c'est évidemment relativement problématique. Là, nous passons à la deuxième phase. Je voudrais aussi laisser le temps pour que nous puissions débattre un peu. Donc c'est cette phase 2014-2020. Encore une fois, c'est du budget, donc on a un nouvel instrument financier qui s'appelle l'instrument européen de voisinage. Et vous voyez, les révisions que je vous ai montrées à travers les deux communications conjointes de 2011 sont en fait intégrées au niveau juridique à ce moment-là. Et là, vous avez une explication, c'est la proposition, l'application d'une approche différenciée, le more for more. Ce principe est l'élément clé de la nouvelle politique de voisinage. Il établit une plus grande différenciation entre les partenaires en fonction de leur engagement à l'égard du respect des valeurs communes et des objectifs convenus en commun. Et vous voyez, on nous parle des réformateurs les plus ambitieux. Alors dans le langage bruxellois, aujourd'hui, ce sont les front-runners. Aujourd'hui, la Tunisie est un front-runner. Ce n'est pas le cas de l'Égypte. On rentre peu à peu dans la logique actuelle. Donc, vous avez ce règlement, donc, vous voyez, qui est entré en vigueur le 11 mars 2014. Et la chose intéressante, je vous avais montré la référence aux valeurs de l'Union européenne dans le premier instrument. Là, ils ont compris, je dois dire que je l'ai mentionné dans je ne sais combien de conférences, on parle enfin de valeurs universelles que sont la démocratie, ce qui est nettement mieux, effectivement, pour les pays méditerranéens. On peut parler de valeurs européennes ou de l'Union européenne dans une certaine mesure, valeurs de l'Union européenne pour des pays candidats ou valeurs européennes pour des pays comme l'Ukraine, qui sont aussi membres du Conseil de l'Europe, mais lorsqu'on s'adresse à des pays méditerranéens, il faut parler de valeurs universelles, c'est très très important. Donc voilà l'objectif essentiel de ce nouveau règlement, démocratie solide et durable, donc c'est ce qu'on avait vu en 2011, donc vous voyez qu'en fait ça devient juridiquement contraignant à partir de 2014, et encore une fois c'est valable normalement pour 2014-2020, d'accord? Et je vais vous montrer par la suite les contradictions avec le réexamen actuel, et l'enveloppe financière est de 15 milliards 432 millions d'euros pour la période 2014-2020, encore une fois pour les 16 pays. Autrement dit, entre 11 milliards et 15 milliards, il n'y a pas d'augmentation, d'autant plus qu'on a recyclé un peu les budgets, avec l'accord du Parlement européen.
Nous en sommes aujourd'hui. Alors, un petit mot quand même pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a évidemment ce réexamen aujourd'hui. Alors évidemment, en 2014, on a eu pas mal de problèmes. La guerre en Ukraine, comme je le signale encore une fois, ce qui s'est passé dans le Donbass. N'oubliez pas non plus que la guerre en Ukraine est directement liée à la politique européenne de voisinage. Donc la signature de cet accord de libre-échange complet et approfondi. Vous avez eu, à partir de 2015 aussi, une forte augmentation de la crise migratoire. Je n'oublie pas surtout quelque chose de très important, c'est l'intervention russe en Syrie, et les éléments sont liés. Alors j'ai l'avantage de couvrir toutes les relations extérieures de l'Union européenne, donc j'ai une vue assez large, mais ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de faire venir des Syriens et des Ukrainiens, notamment au Collège d'Europe à Bruges, pour qu'ils conversent, et même à l'époque, j'aurais dit, vous savez, vous avez un point commun, Monsieur Poutine. Et effectivement, la conversation a démarré à partir de ce moment-là. Les Tchétchènes, on les retrouve en Ukraine du côté pro-russe ou du côté pro-ukrainien, et on retrouve Monsieur Poutine en train de bombarder des Tchétchènes qui se trouvent en Syrie et qui passent par le Caucase. Tout est lié dans cette région. Ne vous faites aucune illusion, tout est lié. Donc, quelques éléments quand même de contexte. N'oubliez pas non plus cette question de l'arc des crises, je vais revenir là-dessus à propos des voisins, c'est-à-dire les conséquences de la guerre qui a été menée en Libye sur le Mali et des États de plus en plus fragiles, de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique, en passant par le Yémen, la péninsule arabique et jusque l'Asie centrale, et j'ai montré déjà les connexions avec le Caucase. Mais ce qui est très important de comprendre aussi, c'est qu'à la suite des attentats de Paris, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en France, mais le président de la République a demandé l'activation de l'article 42.7. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'article 42.7. Voilà, personne n'est au courant. Alors, je vous signale quand même que c'est une clause d'assistance et de défense mutuelle. Donc, vous en avez une qui est l'article 5 du traité de Washington. C'est la raison pour laquelle vous avez eu des tensions extrêmement graves entre les Turcs et les Russes, par exemple. Les Américains ont dû intervenir, parce que n'oubliez jamais que la Turquie est un membre de l'OTAN. Donc ce type de clause de défense collective, ça veut dire c'est la guerre. Donc aujourd'hui, vous avez des manœuvres à n'en plus finir en Pologne et dans les pays baltes, c'est parce qu'il y a eu une activation de l'article 4 par la Pologne. Là, on est dans le traité de Washington, donc c'est l'OTAN, si vous voulez. Mais vous aviez un autre traité, qui était le traité de Bruxelles, l'Union de l'Europe occidentale, dans lequel vous aviez aussi un article 5, une clause similaire d'assistance et de défense mutuelle, qui a été finalement transférée dans le cadre du traité de Lisbonne. Alors moi, pendant des années, je me suis énervé en disant, avec d'autres juristes et des militaires, en disant, mais est-ce que vous savez ce que ça signifie? Quelles seront les implications? Eh bien, en tout cas, cet article 42.7, qui est une clause d'assistance mutuelle, l'embryon d'une clause de défense collective, a été activé par les Français. Ce qui est très important, parce que ça veut dire qu'on est dans une situation de guerre. C'est le discours qui a été tenu, d'ailleurs, par le président de la République. Mais ça, c'est valable également au niveau européen. Donc, pour la première fois, on a déclenché cette clause et clause d'assistance mutuelle. Alors même l'intitulé pose problème. En tout cas, elle a été activée le 17 novembre 2015 par la France. Je vous signale d'ailleurs qu'après les attentats de Bruxelles, le gouvernement belge a pris la décision de ne pas activer la clause. Parce qu'il y a deux choix. Vous avez soit cette clause dure qui est plus militaire, qui a des implications très limitées, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ou vous avez une clause qui est une clause de solidarité qui peut être utilisée en cas de catastrophe naturelle, d'inondation ou de menace terroriste. Cela n'a pas été activé, ni l'autre par les Belges, mais les Français ont activé la clause dure, si vous voulez. Donc, c'est dans ce contexte-là que prend place ce nouveau réexamen. Alors, le nouveau réexamen a débuté en mars 2015, donc vous vous rendez compte, l'instrument européen de voisinage qui est valable pour 2014-2020, un an après, le nouveau président de la Commission européenne, M. Juncker, nous dit, bon, il faut revoir un peu la politique de voisinage, ça ne va pas, crise migratoire, attentats, problèmes sécuritaires, il faut essayer vraiment de remettre tout ça en place. Bon, avec la nouvelle haute représentante, Mme Mogherini, et M. Hahn, le nouveau commissaire en charge de la politique de voisinage, qui est d'ailleurs devenu le commissaire en charge de l'élargissement et du voisinage. On a fusionné dans une nouvelle direction générale ces deux fonctions.
Il y a eu un processus de consultation, et finalement, on a eu une communication, donc c'est une nouvelle communication conjointe, qui met sur la table un certain nombre de propositions. Donc ça, c'est les points que vous avez dans la communication de novembre 2015, qui sont encore en train d'être discutés, parce que la révision à mi-parcours se fait en 2017. C'est le seul moment où il y a moyen de réviser un peu l'accord financier, si vous voulez. Donc vous voyez les 6 points: stabiliser notre voisinage, un voisinage et des partenariats plus forts, bonne gouvernance, démocratie, proposition de priorité de coopération conjointe, dimension régionale, mise en œuvre plus efficace. Donc ça, c'est pas très clair, on va approfondir. En fait, vous l'avez bien compris, le budget est toujours le même jusqu'en 2020, 15 milliards. Les orientations, on ne peut pas vraiment les changer, on n'a pas de nouveaux moyens. Ce qui va changer, c'est l'accent, ce sont les priorités. Et là, c'est mis très clairement en avant. Un accent nouveau sera mis sur l'intensification avec nos partenaires, des travaux en matière de réforme du secteur de la sécurité. Donc c'est la sécurité avant tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, les réformes du secteur de la sécurité? C'est tout ce qui touche à la police, à la formation des gendarmes, à la lutte antiterroriste, à la formation des juges, etc. Prévention des conflits, élaboration de stratégies de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, dans le respect absolu du droit international, intensification de la lutte contre l'immigration clandestine, la traite et le trafic des êtres humains qui constituent des priorités. Donc vous voyez, c'est l'accent qui change. On est loin de démocratie durable et on se recentre sur les intérêts de l'Union européenne. Ce qu'on a dit, c'est retour à la réelle politique. C'est comme ça que ça a été présenté. Une nouvelle méthodologie. Alors je vous ai dit que ce qui était très important dans cette politique de voisinage, c'est qu'on utilise la méthodologie de préadhésion. On évalue les devoirs des étudiants, on les note, s'ils ont une bonne note, on leur donne plus d'argent, on leur donne un meilleur accès. Donc, cette approche très paternaliste qui a été évidemment très mal reçue. Et là, on nous dit, ah non, on va peut-être finalement changer de méthode parce que ça ne marche pas. Il n'y aura plus désormais une série unique de rapports sur l'état d'avancement de tous les pays simultanément. Alors merci pour ceux qui ont fait des efforts pendant des années. Par contre, ceux qui n'ont jamais voulu faire d'efforts en matière de promotion de la démocratie et des réformes sur le droit des femmes, par exemple, sont très heureux aujourd'hui, mais on va même plus loin. L'Union fera plutôt en sorte de leur substituer un nouveau style d'évaluation spécifiquement axé sur la réalisation des objectifs arrêtés avec nos partenaires. Alors vous imaginez bien que si vous allez voir certains partenaires n'auront pas les mêmes priorités que d'autres. Donc évidemment, ça pose problème, parce que vous avez vu, 2011, on renforce cette conditionnalité de manière considérable, et en 2015, on nous dit, mais finalement, ça ne marche pas, donc on va sans doute introduire une nouvelle évaluation. Ça a donné lieu, j'ai eu une conférence importante à Bruxelles il y a 2 semaines, notamment avec des représentants du réseau euroméditerranéen des droits de l'homme. Je peux vous dire que les questions ont fusé du style, est-ce que ce sera publié? Est-ce qu'on parlera des principes démocratiques, oui ou non? Finalement, le directeur du SEAE est parti sans répondre aux questions, a laissé son assistant combler un peu le vide, le grand vide qui s'était installé à ce moment-là. Donc ça reste un point d'interrogation. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a des gens qui font leur travail à Bruxelles. Alors, je suis un peu responsable de cette question des voisins parce que j'ai dirigé 2 gros ouvrages au Collège d'Europe sur la question, qui est une question qui me paraît très importante, parce que je vais vous montrer une autre carte, si j'arrive. Je vous parlais des voisins... Ah non, ça c'est toujours la première. Voilà. Je vous parlais des voisins et de l'impact de ce qui s'était passé en Libye sur le Mali, par exemple. Alors ce que j'ai essayé de faire à travers ces 2 ouvrages, c'est justement de conceptualiser cette question des voisins, en partant simplement du constat qu'il est évident que vous ne pouvez pas parler de l'Égypte sans parler de l'Arabie Saoudite, vu ce qui s'est passé après le contre-coup d'État militaire. Vous ne pouvez pas parler de la Libye sans parler du Mali ou des Touaregs. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de la Corne de l'Afrique, de ce qui se passe au niveau des Chebabs, sans parler du Yémen et d'Al-Qaïda au Yémen. Vous ne pouvez pas parler de la Méditerranée sans parler de la péninsule arabique, et vous voyez qu'on va jusqu'à l'Asie centrale. Alors vous voyez qu'il y a une première frange qui est plutôt ce que j'ai appelé les voisins directs géographiques, mais on a aussi une approche plus globale par région, c'est-à-dire Sahel, Corne de l'Afrique, péninsule arabique et Asie centrale.
Ça, c'est pour vous donner une idée de la couverture géographique. Alors finalement, ça a été retenu en partie... attendez que je retrouve... Voilà. Ça a été retenu en partie par la Commission européenne, qui ajoute les Balkans. Donc ça me paraît très important, parce que réfléchissez simplement, migration, évidemment qu'il faut une approche plus large. Terrorisme, évidemment qu'il faut une approche plus large. Environnement, évidemment qu'il faut avoir une approche beaucoup plus large et prendre en compte tous les acteurs qui sont intéressés. Mais malheureusement, ce qu'on nous propose, donc pour Balkans, Proche-Orient au sens large, mais aussi Turquie, Sahel, les Cornes de l'Afrique, c'est de définir des cadres thématiques pour proposer une coopération sur les questions régionales qui préoccupent notre voisinage. En tout cas, c'est une nouveauté, on va voir ce que ça va donner. On a beaucoup travaillé sur cette question-là. Sur le renforcement de la question sécuritaire, voici les 7 domaines principaux qui sont en train d'être mis en place. Là, il n'y aura pas beaucoup de discussions. Réforme du secteur de la sécurité, terrorisme, radicalisation, criminalité organisée, cybercriminalité. Ça, c'est plus pour l'Est, parce que les pays baltes, notamment, ont été victimes d'attaques assez impressionnantes. Donc, j'avais participé d'ailleurs à la première réunion au sein du Conseil à ce propos-là. Risque chimique, malheureusement, on a vu que l'histoire se répétait un peu en Syrie, et ça continue. Biologique, radiologique et nucléaire. La politique de sécurité et de défense commune, et la gestion des crises et réactions en cas de crise. Donc, c'est très clair, on a une dimension sécuritaire qui est très, très, très importante. Même chose au niveau du facteur migratoire. Vous voyez, développer des partenariats basés sur une approche intégrée. C'est un peu ce qu'on a fait à la Turquie. Si ça vous intéresse, on pourra parler de cet accord qui, franchement, pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes à différents niveaux. Mais c'est un peu l'idée. Promouvoir une migration et une mobilité bénéfique pour tous. Oui, c'est un peu un vœu pieux en ce moment. Assurer la protection des personnes dans le besoin. Lutter contre la migration irrégulière et renforcer la coopération en matière de gestion des frontières. Là, le problème, si vous voulez, c'est plutôt reprendre ce qui se fait au niveau de la politique migratoire de l'Union européenne et l'insérer dans le cadre de la politique de voisinage. Et ce qui n'est pas forcément une approche très, très intégrée. Donc, il est clair, en tout cas, qu'on se dirige... alors, peut-être juste avant cet élément-là, quand même... Ça, ce sont les éléments les plus importants, mais quand même, vous avez eu le contexte. Ce que nous propose la Commission et le représentant, il y a quelques éléments qui sont intéressants au niveau migratoire, comme par exemple une plateforme de dialogue entre les entreprises et les syndicats et les partenaires sociaux, ou des fonds de lancement pour promouvoir la circulation des cerveaux. Donc il y a quelques idées qui sont intéressantes, mais il y en a une autre quand même qui m'a fait sourire. Dans ce contexte quand même très difficile, on nous propose la création de clubs d'amis de l'Europe. Je suis prêt à en faire partie, mais il me semble que la réponse aux enjeux actuels est un peu faible. Parce que des clubs des ennemis de l'Europe, je crois qu'ils sont assez nombreux et très actifs en ce moment, aussi bien au sein de l'Union européenne d'ailleurs, voire du Parlement européen, mais je crois qu'il faudrait quand même aller un petit peu plus loin. En tout cas, ce qui est très clair, et ça c'est vraiment ma conclusion, c'est qu'on se dirige vers une politique qui est plus stratégique. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus stratégique ? Ça, c'est dû à la mise en œuvre, désolé encore de revenir à certains aspects techniques, mais c'est très important de le comprendre. C'est la mise en œuvre du traité de Lisbonne. Qu'est-ce qui change au niveau des affaires étrangères avec le traité de Lisbonne ? C'est que vous avez une nouvelle haute représentante qui, à l'origine, devait être une véritable ministre des Affaires étrangères. C'est ce qui était prévu dans la Constitution. La Constitution, vous la retrouvez à 90%, 95% dans le traité de Lisbonne. On a changé le nom, mais c'est la même idée. La deuxième chose fondamentale, c'est qu'on crée le premier service diplomatique qui s'appelle le Service européen pour l'action extérieure. D'accord ? Où vous avez un tiers de fonctionnaires nationaux, un tiers de fonctionnaires qui venaient de la Commission européenne et un tiers de fonctionnaires qui venaient du Conseil. Ce qui s'est passé, c'est que entre l'entrée en vigueur effective de Lisbonne 2010 et 2011-2012, la chose a mis du temps à se mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est opérationnel, si vous voulez. Donc le haut représentant fait son travail, elle a un service diplomatique qui fonctionne. Et ce qui s'est passé, c'est que la PEV est passée de l'autorité de la Commission européenne à l'autorité
SEAE, haute représentante. Ça veut dire que ça devient plus stratégique. Parce que c'est ça le SEAE. C'est plus diplomatique, plus stratégique. Madame Mogherini est en charge des questions de sécurité et de défense. Donc elle a une vision qui est différente de celle de la Commission européenne. D'où ce qu'on a, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus pragmatique, plus centré sur les intérêts de l'Union européenne, sur la sécurité, sur l'immigration. Plus différencié, c'est le plus pour plus qui va encore être augmenté avec ce problème quand même. Dès le départ de la PEV, quand elle a été mise en place, je disais toujours, oui, mais écoutez, c'est très bien d'inciter les partenaires qui sont prêts à aller plus loin, mais n'oubliez pas ceux qui sont derrière. Et j'évoquais toujours la Syrie. Je disais, écoutez, vous ne faites rien avec la Syrie, mais peut-être ne faites rien avec le gouvernement, mais ne laissez pas tomber la société civile. Je vais la répéter, ça c'était en 2002, 2003, 2004. Je dis, attendez. Et aujourd'hui, on rentre dans une autre dynamique. Alors quand Mme Mogherini et M. Hahn sont venus présenter ce que je vous ai présenté rapidement, cette révision de 2015, à la presse, il y a une conférence de presse, il y a un journaliste égyptien qui était là, et qui, alors un peu inquiet quand même de voir ce mouvement. Et que se passe-t-il avec M. Sisi? Parce qu'on était à l'époque quand même du débat sur y a-t-il un coup d'État, est-ce un contre-coup d'État, une contre-révolution. Mais Mme Mogherini a dit, mais écoutez, j'ai eu M. Sisi ce matin au téléphone, tout va très bien, nous parlons de questions stratégiques très importantes. Mais si vous voulez, il y a quand même une certaine gêne, parce que pendant des années, l'Union européenne s'est fait un peu le chant de la démocratie, les valeurs de l'Union européenne, et aujourd'hui, on devient très très pragmatique face à tous ces dangers. Donc, ce qui soulève quand même beaucoup de questions. Je n'ai pas de réponse. Encore une fois, je pense qu'on va pouvoir en débattre, et c'est pour ça que j'attise un peu les braises, peut-être. Bon, plus différencié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va parvenir à finalement atteindre ces objectifs? Et plus intergouvernemental, ça c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on passe d'une responsabilité de la Commission à une responsabilité de la haute représentante, qui est plus intergouvernementale. Et ça veut dire quoi, plus intergouvernemental? Ça veut dire la loi du plus petit dénominateur commun. Nous sommes 28 États membres, mesdames et messieurs. Essayer de trouver un compromis entre la Pologne, la Hongrie, la France, l'Italie, la Suède, l'Irlande, la Grande-Bretagne, qui est toujours pour l'instant dans l'Union européenne, mais on ne sait jamais. Donc, vous voyez, on est dans une situation extrêmement complexe, plus stratégique, tant mieux. Si on fait enfin de la stratégie, est-ce qu'on en a les moyens? Ça, c'est une question que je pose. Plus différencié, oui, mais jusqu'où? Je dis toujours, trop de différenciation peut mener à la discrimination. Ça peut être très, très dangereux. Plus intergouvernemental, ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai peur qu'on ait une Union européenne qui soit paralysée, mais en même temps, je vous dirais, ce seront mes derniers mots pour l'instant, que l'Union européenne ne peut pas se permettre de rater cette révision de la politique de voisinage. Ce n'est pas possible. Nous sommes face à des défis absolument considérables. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, bien sûr. On peut faire énormément de choses. Par exemple, en Tunisie. La Tunisie n'est pas un grand pays. On peut avoir un effet de levier très important. Il y a pas mal de choses qui se font, pas suffisamment. Mais là, il ne faut pas laisser tomber nos amis tunisiens. C'est absolument fondamental. Sinon, tout ce qui a été mis dans tous ces documents absolument indigestes ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Et deuxièmement, mettre en avant le fait que cette question de réfugiés, qui n'est pas simplement une question de réfugiés, est une crise humanitaire. Là, il y a eu un problème. On a envoyé des bateaux et fait des interventions militaires, parce qu'encore une fois, c'était la casquette de Mme Mogherini. Bon, bien sûr qu'il faut des moyens militaires, mais il faut dire avant tout que c'est une question humanitaire. Monsieur Davutoglu, qui maintenant n'est plus Premier ministre, mais lorsqu'il est venu négocier à Bruxelles, lorsqu'il est arrivé sur le tapis rouge, il a dit deux choses. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et de discuter avec lui, c'était d'ailleurs très intéressant, mais il a dit deux choses à Bruxelles. Il a dit « Je viens ici pour défendre les valeurs européennes et pour répondre et faire face à une crise humanitaire. » Il avait tout compris en deux mots, ce que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement n'ont pas encore compris. Donc je ne voudrais pas être trop pessimiste et au contraire terminer sur une note optimiste. Nous avons les moyens de faire un certain nombre de choses, mais il faut vraiment revoir un peu les approches et
et les différents cadres de coopération, parce qu'encore une fois, les défis sont absolument considérables. Travaillant, comme Jean-François, un peu moins longtemps que toi, mais quand même depuis un petit quart de siècle sur ces questions, je n'ai jamais vu une situation aussi complexe, ne serait-ce qu'à regarder ce qui passe actuellement en Syrie, où nous avons quand même une intervention américaine et russe pour la première fois sur un même terrain depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des tensions avec la Turquie qui ont été énormes. On apprend aujourd'hui qu'on a des forces spéciales françaises aussi sur le terrain. Les Britanniques sont aussi au sud de la Syrie. Il faut quand même se poser les bonnes questions et répondre à ces questions aujourd'hui de manière claire. Je vous remercie de votre attention. Bien, on va passer aux questions. Et attendez, on lui passe le micro. Il arrive. Je vais vous remettre une carte parce que c'est toujours... Alors, première personne, ok. Bonsoir. Comment dirais très impressionné par votre développement. J'espère avoir été clair. En tout cas, on a le temps pour éclaircir ça. Et du coup, il y a des questionnements. Donc, une des premières, c'est le fait que, on parle beaucoup d'action, de stratégie, de coopération, voire donc de développement inclusif, qui, donc à mon sens, humblement, convoque des réflexions qui sont plus dans une espèce d'horizontalité, tandis que nos institutions sont très verticales, très hiérarchiques, très... Voilà, alors plein de questionnements sur le type d'organisation, entre une inclusivité qui semble extrêmement séduisante, et puis en même temps aussi notre capacité de pouvoir mettre en œuvre, avec peut-être ce retard ou ce questionnement sur nos institutions qui ne sont peut-être que trop hiérarchiques ou horizontales. Merci. D'accord. Oui, parce que ça va tout à fait dans la continuité de ce que j'étais en train de dire. Effectivement, l'un des gros reproches de la PEV a été qu'elle était d'abord trop eurocentrée. Si vous voulez, contrairement au processus de Barcelone, que vous connaissez certainement, où on a eu une conférence fondatrice qui avait été préparée en amont par les diplomaties, où on a mis tout le monde autour de la table, y compris Yasser Arafat et les Palestiniens. On s'est mis d'accord sur un programme de travail. Là, vous avez bien compris que c'était une invention administrative, qui a arrangé un certain nombre de personnes, au premier élément. Et deuxième élément, ça va dans le sens de cette verticalité, si vous voulez. Il y a un autre principe qu'on utilise dans le cadre de la PEV, qui est le principe de la coappropriation. Alors, la coappropriation, normalement, ça vient des méthodes de financement du développement, si vous voulez. Et la règle nous dit qu'il faut associer les bénéficiaires de l'aide financière à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des actions. C'est ça l'aspect général. Or, dans la PEV, on ne les a associés, et dans une certaine mesure seulement, qu'à la définition des priorités des plans d'action, ce qui est très limité. Mais il faut bien comprendre, je parlais des 28 États membres. C'est ce que j'explique souvent. Je dis, écoutez, quand on vous dit nous allons nous mettre d'accord sur un certain nombre de priorités pour la coopération au Maroc, il faut bien voir qu'au niveau du Conseil d'association, quand les États membres arrivent, vous avez 28 États membres qui se sont mis d'accord sur une position. Et on dit à nos partenaires, ah oui, mais vous voulez discuter, écoutez, nous on a déjà discuté à 28 États membres, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez, cette appropriation ne se fait pas vraiment, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez tout à fait raison, il y a toujours ce problème de verticalité, et on le retrouve de plus en plus. Pourquoi ? Parce que on est de plus en plus dans des relations bilatérales. Donc Union européenne-Maroc, Union européenne-Tunisie. Autrefois, avec Barcelone, on avait un cadre multilatéral qui était assez solide et qui permettait quand même de diluer tout ça, mais ce n'était pas forcément apprécié au niveau des institutions européennes parce qu'elles pensent avoir plus de levier, leverage en anglais, lorsqu'elles sont dans le cadre de
de coopération bilatérale. Et ça, c'est très problématique parce qu'encore une fois, on ne peut pas régler ces grands problèmes aujourd'hui de terrorisme, de migration, sans non seulement mettre tous nos partenaires méditerranéens autour de la table, mais également l'Afrique, aujourd'hui l'Érythrée, ça devient très très problématique, mais également l'Afghanistan et d'autres pour les questions migratoires, par exemple. Donc vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est que plus la situation sera tendue, plus on va revenir vers cette verticalité, cette bilatéralité, pour pouvoir exercer des pressions, vous voyez bien. Hein, le problème, c'est de se retrouver dans des grandes conférences avec trop de monde pour parler d'échéances à long terme. Mon Dieu, ce n'est pas intéressant d'un point de vue politique. On veut des résultats rapides. Regardez ce qu'a fait Mme Merkel. C'est une catastrophe pour l'avenir. Ça ne va rien résoudre du tout. Les gens continuent à mourir. Et par contre, on a perdu en termes de crédibilité, c'est un autre élément que je voulais mettre en avant, on a perdu énormément de crédibilité. Aujourd'hui, M. Poutine est beaucoup plus crédible dans le monde arabe que ne le sont beaucoup d'États membres, y compris au Maroc et dans d'autres pays. J'étais en Tunisie très récemment encore, on parle beaucoup de M. Poutine. Donc là, il y a un problème de cohérence et de crédibilité qui est absolument fondamental aujourd'hui. Je l'avais dit à quelques étudiants, et l'étudiante est revenue me voir 2 jours après en disant « Oui, j'ai entendu le discours du roi du Maroc dans le Golfe. » C'est exactement ce que vous avez dit. On revient à la situation de guerre froide, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est un élément très important, cette question de verticalité et bilatéralisme. Oui, bonsoir et merci de votre intervention. Bien que vous avez été très très clair, c'est moi qui ai certainement pas très bien saisi. Le point de départ, est-ce que c'est l'Union qui choisit ses partenaires ou est-ce que c'est les partenaires qui viennent à l'Union? Alors c'est vraiment l'Union qui choisit, mais comme vous l'avez vu, c'était d'abord la Russie. On ne parlait pas des 3 pays du Caucase méridional, pas du tout. Et Ukraine, Moldavie, etc. Donc c'est vraiment cette initiative de Chris Patten et Javier Solana qui ont discuté entre eux. Bon, il y avait eu quelques initiatives auparavant, notamment Anatoline, parce qu'un ancien ministre des Affaires étrangères, Bronislav Geremek, qui malheureusement est décédé, avait déjà développé des idées d'Eust politique, donc pour l'Est, si vous voulez. Mais là, il n'était pas du tout question de Méditerranée. Donc c'est effectivement, et c'est ça le problème, si vous voulez. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de conférence fondatrice, donc on ne s'est pas mis autour de la table en disant qui fait quoi, qui choisit qui. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont dit niet en 2004, en disant écoutez, vous plaisantez, on ne va pas rentrer dans cette dynamique, on ne va pas se faire évaluer. Même chose pour les pays du Caucase qui ont été rajoutés par la suite, ils ont été très surpris. Ils étaient très contents au départ. Maintenant, ils ne sont plus contents du tout, si vous voulez, parce que la Géorgie a eu une guerre, une partie de son territoire est annexée, il y a d'ailleurs des développements récents à ce propos-là, parce qu'il va y avoir un référendum et sans doute un rattachement à la Russie. Mais bien pire que ça, l'Arménie, il faut en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Arménie? On leur a proposé un accord de libre-échange complet et approfondi. Les institutions, mais aussi les États membres, ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Les Russes ont mis une pression énorme sur l'Arménie en disant soit c'est notre union douanière eurasiatique, et là on ne peut pas avoir une zone de libre-échange avec une union douanière, donc c'est des questions un peu techniques, mais c'est horrible parce que la Commission était obligée de dire à l'Arménie soit vous choisissez l'ALECA avec nous, soit l'union douanière avec les Russes. Mais ils n'ont aucun choix, si vous voulez. Là, c'est un pays qui n'a aucun choix, qui a dit évidemment ce sera la Russie, parce que ce n'est pas l'Union européenne sans armée qui va venir nous défendre le jour où on aura un autre problème avec la Turquie, si vous voulez. Donc ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan rigole. J'ai eu une conférence récente. Pourquoi est-ce qu'il rigole? Et je parle pas de l'ambassadeur en titre, mais du numéro 2 ou 3 à Bruxelles, qui a passé toute une conférence au Collège d'Europe à Bruges avec un grand sourire en disant mais de toute façon, nous sommes en position privilégiée, nous avons de l'énergie. Voilà, c'est comme ça qu'on joue là-dessus. L'Algérie a joué là-dessus. Je vous signale que ceux qui ont refusé dès le départ de jouer pleinement le jeu de la PEV, c'était la Russie et l'Algérie. L'Algérie est un peu incluse, mais n'a pas conclu de plan d'action. Elle a quand même un accord, donc elle est un peu entre deux eaux. Mais elle peut se permettre ça parce qu'elle a effectivement de l'énergie. Donc c'est un peu comme ça qu'on raisonne malheureusement. Donc on vient à des politiques beaucoup plus pragmatiques qui ne vont pas porter leurs fruits, encore une fois, à long terme. Il faut être cohérent, il faut être crédible, et ça se bâtit sur le très très long terme. Et si vous me permettez une deuxième petite question. Oui.
Sur l'histoire de l'activation de la clause, là dont vous avez parlé, l'article, je ne sais plus combien. 42.7. Voilà. On peut pas être en état de guerre avec l'Europe, puisqu'il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. Alors, il n'y a pas d'armée, effectivement, et on ne savait même pas, et c'est pour ça que ça avait posé quand même un énorme problème, si vous voulez, parce que j'avais suivi ça, j'ai travaillé pour l'Institut d'études et de sécurité de l'Union européenne aujourd'hui, mais qui était rattaché à l'Union de l'Europe occidentale, qui était basée à Paris. Donc je suis la question depuis très longtemps. Et ça fait des années que je posais la question, aussi bien à des juristes qu'à des militaires, en disant « mais que va-t-on faire de cette clause ?» Parce que cette clause est très importante par rapport à l'OTAN. Bon, moins pour la France maintenant, suite aux décisions de M. Sarkozy, mais néanmoins. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on a introduit cette clause parce qu'on n'a pas réussi, pendant les débats de la Convention, à décider si on allait mettre simplement la clause qu'on appelle d'assistance mutuelle, ou la clause de solidarité. Donc finalement, on a mis les deux, mais sans réfléchir absolument aux conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Mme Mogherini a été obligée de dire, oui, c'est simplement une clause d'assistance, donc c'est-à-dire que les États membres vont, selon leurs possibilités, ou pas, aider la France, qui a été fait, puisqu'il y a eu un certain nombre d'avions qui ont été mis à disposition, des moyens, mais ça se fait vraiment sur la base du bon vouloir. Ce qui n'est pas raisonnable, je suis désolé, mais on ne peut pas avoir une clause de défense collective, ce qui est quand même extrêmement important. Par exemple, j'étais très frustré que dans les débats sur la Constitution, on n'en parle jamais dans les médias français. De dire, attendez, dans ce traité, il y a des choses quand même importantes. C'est votre sécurité. Alors évidemment, on n'a pas d'armée européenne, on a juste ce qu'on appelle des battle groups, mais qui n'ont jamais été déployés, donc pas grand-chose. C'est un vrai problème. Actuellement, ils en discutent au Parlement européen et j'ai mis une thésarde sur le sujet parce que, bon, il faut quand même réfléchir. Mais c'est une bonne question. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Ma question se rattache à l'instrument européen de voisinage, l'IEV. L'IEV, c'est l'instrument par lequel l'Union européenne met en œuvre la politique européenne de voisinage. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de la révision de la PEV, cet instrument sera allégé ? Sans trop m'attarder dessus, moi je travaille dessus depuis plusieurs années. Je dirige actuellement un grand projet européen qui vise à promouvoir les investissements européens dans les pays du voisinage sud, depuis Marseille ici, et je vous assure que c'est une chambre à gaz. Parce que nos partenaires du Sud, depuis la Révolution, il y a de nouveau, l'Europe a toujours été le partenaire historique des pays du voisinage du Sud, mais depuis la Révolution, il y a un retrait européen et il y a d'autres opérateurs qui sont venus. Et au jour d'aujourd'hui, nos partenaires du Sud sont en train de comparer ce que la politique européenne de voisinage offre, ou l'instrument plutôt l'IEV offre à travers des projets, par rapport à d'autres bailleurs de fonds. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas continuer la PEV avec un IEV en l'état. C'est une chambre à gaz, c'est une usine à gaz, pardon, je suis désolé. Je me demandais... Oui, effectivement, vous avez raison, c'est devenu très complexe. J'ai essayé un peu de simplifier et de faire œuvre de pédagogie, comme je vous l'ai dit, mais très franchement, même certains fonctionnaires ne s'y retrouvent plus. C'est devenu tellement complexe que je suis obligé... D'ailleurs, dans cette révision-là, je l'ai dit au directeur du SEAE, j'ai dit, mais attendez, vous n'allez rien pouvoir faire avant 2017 parce que c'est la révision à mi-parcours et que c'est le seul moment où vous pouvez amender, d'un point de vue juridique, éventuellement, l'instrument européen de voisinage, qui, vous l'avez bien compris, est fondé sur ce qui a été défini en 2011, qui était le renforcement de la conditionnalité, alors qu'en 2015, on nous dit, soyons plus pragmatiques. Soyons plus gentils avec nos anciens dictateurs qui finalement arrivaient bien à maîtriser les questions de terrorisme et de migration. Donc vous avez tout à fait raison. Ce que je pense, non, ça va être très difficile parce que ce sont des questions absolument fondamentales. Alors d'une part, on ne va pas changer l'enveloppe financière, ça restera à 15 milliards parce que ça, c'est la programmation budgétaire pluriannuelle ou alors il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination. On peut le faire, on a trouvé 6 milliards quand même pour les Turcs. C'est toujours possible, mais d'un point de vue technique, ça ne va pas se faire. C'est évident, si vous voulez. Pourquoi ? Alors, il faut savoir qu'il y a une nouveauté qui est encore une fois la mise en œuvre du traité de Lisbonne. C'est que pour la première fois, le Parlement européen, en cas de révision de l'IEV,
a son mot à dire dans le cadre d'un dialogue stratégique, et notamment si on change les fonds ou des orientations importantes. Or, le Parlement européen que nous avons aujourd'hui est un Parlement où nous avons beaucoup d'eurosceptiques. Donc je souhaite bonne chance à la Commission pour négocier sur ces clauses. Et à mon avis, on n'aura pas grand-chose à réviser à ce moment-là. On va rester sur une réorientation, si vous voulez. Usine à gaz, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, c'est ce que je disais quand je parlais de la crédibilité de l'Union européenne. Hein. Effectivement, dans des pays comme la Tunisie, vous avez par contre des États membres qui sont beaucoup plus actifs. Notamment l'Allemagne à travers ses Stiftung qui organisent, bon, ce ne sont que des conférences, mais quand même, c'est important. Hein. Et donc il y a un appui bilatéral cette fois-ci provenant des États membres qui est plus important. Même si encore une fois, bon, l'Union européenne a quand même fait, j'ai une approche assez critique, vous l'aurez remarqué, mais l'Union européenne a quand même fait des efforts non négligeables pour la Tunisie, mais c'est pas suffisant. Pour moi, il faudrait un genre de plan Marshall, vraiment quelque chose de très substantiel. C'est pas suffisant. Mais on ne peut pas dire que l'Union européenne ne fasse rien dans des pays comme la Tunisie. Elle fait moins aujourd'hui en Égypte, donc elle applique son principe du plus pour plus. Mais ça n'impacte pas du tout l'Égypte. Ça, c'est une autre question. Oui, moi, ma question revient un peu en arrière. Vous avez mis en évidence la bizarrerie de notre politique vis-à-vis des États du Caucase. Qui et pourquoi cette politique a-t-elle été inspirée à l'Union européenne? Vous êtes revenu. On pourrait revenir à ma carte, s'il vous plaît, parce que... Ah, c'est mon ordinateur, d'accord. Ah bon, je ne sais pas si je vais... Là, je l'ai... Voilà, parce qu'avec une bonne carte... Alors ça, c'est l'un des problèmes, par exemple, parce que lorsqu'ils ont commencé à mettre en place la politique de voisinage, je dis, si vous faites de la géopolitique, est-ce que vous avez un service de cartographie? Ah non, on va de service de cartographie. Les premières cartes qu'ils ont mis sur le site web, c'était les cartes de la CIA. C'est quand même un peu parce que, je vous garantis. Bon, j'aurais quand même fait la remarque, elles ont disparu assez rapidement du site du... ça, c'est une carte que j'ai fait faire moi-même. Okay, les données sont les données des Nations Unies. Alors c'est très simple, regardez le Caucase méridional, vous voyez bien qu'il se situe entre deux mers. C'est la mer Caspienne et la mer Noire. Et en fait là, vous avez une réserve au niveau énergétique qui est absolument phénoménale, mais c'est aussi le lien avec l'Asie centrale où vous avez également d'autres sources énergétiques. Donc si vous lisez les justifications, c'est très clair, la question énergétique est mise en avant, mais il y a deux autres raisons. La première raison, il fallait quand même un appel qui vienne de la région, et ça a été le cas avec la révolution des roses en Géorgie. N'oubliez pas non plus que ces pays sont membres du Conseil de l'Europe, donc sont quand même considérés comme étant européens, parce que bon, si vous regardez la carte, on peut se demander, bon, la Géorgie au moins est sur la mer Noire, et là on a un élément intéressant, parce que vous avez cette fois-ci en 2007, deux nouveaux États membres, la Roumanie et la Bulgarie, que vous voyez juste sous la Moldavie, qui sont sur la mer Noire. Donc la mer Noire est devenue aussi une mer de l'Union européenne. Donc vous avez un autre élément très important, mais vous avez surtout ce qu'on appelle en anglais « the elephant in the room », l'éléphant dans le magasin de porcelaine, si vous voulez, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est la Turquie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette politique de voisinage a été conçue en se disant, bon, on va s'élargir, vous voyez, on va... à l'époque, on n'avait pas Pologne, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Donc on s'est dit, on va avoir quand même un voisin russe, mais qui était déjà assez près avec Kaliningrad au niveau des États membres. Mais on définit une géopolitique de proximité. Ça veut dire une chose très importante. On va essayer de définir les limites ultimes de l'élargissement. Ça veut dire où s'arrête l'Union européenne, d'accord? C'est pour ça que les Russes ont réagi aussi en disant, mais attendez, vos voisins sont nos voisins, etc. Et donc, ils ont repoussé un peu les lignes de démarcation, là, en ce moment, si vous voulez. Mais surtout, la Turquie, c'est ça l'éléphant. Pourquoi? Parce que la Turquie n'est pas dans la PEV. La Turquie, elle est candidate. Donc, si le raisonnement est poussé jusqu'au bout, si la Turquie adhère, les futurs voisins, c'est non seulement la Syrie, qui est effectivement dans la PEV, mais aussi la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. On aurait dû poursuivre la réflexion en disant, mais dans ce cas, l'Iran et l'Irak aussi. Mais là, on s'est arrêté à ce niveau-là, si vous voulez. Mais c'était ça, la logique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs logiques, mais ce qui est très clair, c'est que c'est l'intérêt énergétique qui est vraiment l'élément le plus important. Ça, c'est évident. Ah, oui, pardon. Excusez-moi. Merci.
Oui, moi j'avais effectivement juste une petite question par rapport notamment aux enjeux de clés de répartition entre les grands espaces de cette PEV, puisqu'effectivement, vous ne l'avez pas forcément abordé, mais c'est un enjeu qui me paraît très très important, notamment pour le post-2020, puisqu'on se retrouve finalement avec un bilan, enfin à l'époque, on s'était retrouvé avec un bilan sur 2007-2013 assez médiocre en termes de consommation des fonds sur la politique de voisinage dédiée à la Méditerranée, et qui avait fait l'objet d'un certain nombre de critiques de pays européens du Nord et de l'Est. Parallèlement, on sent bien qu'il y a effectivement pas mal d'États membres de l'Union européenne à l'Est qui sont très forts et solidaires et qui défendent très fortement effectivement davantage le voisinage Est par rapport au voisinage Sud. Bon. La clé de répartition qui avait été trouvée finalement, c'était le 2 tiers à 1 tiers, donc 2 tiers plutôt au bénéfice de la Méditerranée. Maintenant, moi, je me pose vraiment des questions sur justement la véritable vision et la véritable solidarité entre les États de l'Union européenne du Sud, qui ont potentiellement vocation à défendre cette politique renforcée de l'Union européenne avec le sud de la Méditerranée, et pour que derrière, effectivement, il y ait des financements conséquents pour aborder un certain nombre de sujets que vous avez évoqués de coopération et qui ne sont pas forcément des enjeux que sécuritaires, mais aussi de développement économique partagé, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il y a quand même un vrai enjeu aussi et de vraies discussions entre de grands espaces de voisinage à développer avec l'Union européenne qui sont en jeu derrière, et qui vont du coup, parce qu'il y a aussi une problématique de temporalité, qui vont être à mon avis sujets à de nouvelles discussions en vue de la perspective budgétaire post-2020, qui va commencer a priori dès 2017, voire dès 2017, qui va se confirmer en 2018. Ça veut dire qu'on est d'ores et déjà presque dans la préparation des futurs budgets post-2020. Et c'est à ce moment-là qu'il va véritablement falloir avoir une vision sur cette Méditerranée, avoir un renforcement de l'intergouvernemental des pays du Sud, de l'Europe, pour défendre une politique forte avec le Sud. Et moi, pour le moment, à ce stade, je trouve qu'on est assez faiblard, y compris la France là-dedans. Je trouve qu'elle a une vision qui est peut-être assez peu visible, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Et je voulais juste aussi dire une petite chose par rapport à ce que vous disiez sur la récente révision de la politique de voisinage, qui, de mon point de vue, est quand même relativement cosmétique, puisqu'effectivement, elle arrivait trop tôt par rapport au démarrage de la nouvelle programmation, et surtout elle arrivait à un moment où on avait déjà clôturé l'ensemble des programmes de la politique européenne de voisinage. Voilà, et donc effectivement, enfin nous, moi je travaille pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les questions de coopération euro-méditerranéenne. À ce titre, la région est éligible au programme de coopération transfrontalière IEV. Et d'ailleurs, on a une nouvelle casquette qui est celle d'autorité nationale, donc d'accompagnement à l'émergence de projets pour les régions françaises éligibles, mais aussi au contrôle des projets qui sont effectivement portés dans le cadre de ce programme-là. Et c'est vrai que du coup, quand on a vu arriver cette réforme, on s'est dit mais bon, à quoi bon finalement, enfin, et sincèrement, pour moi, elle n'a eu aucune conséquence concrète. Et donc c'est resté quand même de l'ordre de l'affichage politique pour démontrer effectivement que l'Union européenne essayait de faire quelque chose et essayer de trouver des réponses à la crise migratoire. Bon voilà, donc ça c'est une question aussi qu'il faut se poser, je pense, en termes de souplesse des différents instruments. Et effectivement, je rejoins un peu le commentaire du monsieur tout à l'heure. Tant qu'on ne reverra pas la souplesse des procédures, je pense qu'on aura vraiment beaucoup de mal à répondre à des sujets qui sont en plus souvent, je dirais, d'urgence, quoi. C'est des problèmes vraiment des problématiques d'urgence. Et malheureusement, l'Union européenne est incapable de pouvoir trouver de la souplesse dans ces dispositifs pour répondre à ces urgences-là. Voilà. Je réponds parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Oui. D'accord. Oui, dans la définition de la PEV, comment on a pu écrire ce que je vois comme une énormité, quand même, si j'ai bien noté, l'élargissement de l'UE va resserrer les liens avec la Russie. Oui, c'est tout ce que vous avez vu là, entre guillemets, c'est du copier-coller. Mais entre guillemets, donc c'est exactement ce que vous avez dans les conclusions de Copenhague en 2002. Oui. Alors que ça n'a fait qu'exacerber les conflits. Oui, non. C'est exactement ce qui était indiqué dans les conclusions du Conseil européen de Copenhague. Et effectivement, on est arrivé exactement à l'inverse. Mais ce que j'ai souligné, c'était l'objectif, c'est d'éviter la création de nouvelles lignes de démarcation en Europe. Là, très très fort, quand même très très fort. Il y en a plein
de nouvelles. Donc vous voyez, on est arrivé, c'est pour ça que je souligne qu'on est arrivé vraiment à un échec si vous prenez les objectifs de départ. Alors sur votre question qui est assez longue et qui est, je sais, une préoccupation du Quai d'Orsay depuis bien longtemps, c'était Monsieur Chirac, si je me souviens bien, à Cannes, qui avait donné ses 2 tiers, 1 tiers. Alors il y a un élément qui est important quand même dans l'IEV, c'est que maintenant la capacité d'absorption est noir sur blanc mise comme un critère pour redistribuer les fonds. Donc ça, c'est pas négligeable. Effectivement, les pays de l'Est ont beaucoup joué là-dessus. Notamment, vous voyez la Pologne qui nous disait pourquoi donner autant d'argent aux Palestiniens si c'est pour voir après les Israéliens détruire toutes les infrastructures que les citoyens européens finançaient, ce genre de choses. Je vous garantis que le discours a totalement changé parce que vous avez la question de la Moldavie où il y a quand même un pourcentage non négligeable du PIB qui a disparu dans la nature, ce qui fait que les financements, notamment budgétaires de l'Union européenne, oui mais ça c'est très important, c'est absolument fondamental, les budgets notamment, enfin les contributions budgétaires de l'Union européenne ont été gelés à ce niveau-là, et vous avez un trou béant qui est l'Ukraine. Et là, effectivement, là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prendre conscience qu'il fallait quand même rester dans la limite du raisonnable. Maintenant, il est évident, en ayant étudié d'assez près les nouvelles enveloppes et l'évolution, que ce principe du montfondement commence à s'appliquer quand même. Et vous avez tout à fait raison de souligner un élément qui est très important dans le réexamen, c'est cette flexibilité. Parce que le problème, vous l'avez bien vu, il y a un décalage entre l'agenda politique, puis l'agenda administratif, l'agenda budgétaire. Ne serait-ce que pour financer un budget. Lorsqu'on a réfléchi à la révision de ce nouvel instrument, on s'est rendu compte que la durée de programmation d'un projet, c'est 18 mois. En moyenne, 1 an et demi. Ça veut dire que là, vous pouvez avoir 3 révolutions, 2 guerres, un tsunami... avant que le projet soit mis en place. Donc il y a un énorme problème à ce niveau-là. Donc ce qu'on a maintenant dans le nouvel instrument, ce sont des réserves de 10-15% pour être un peu plus flexible. Ça peut être dangereux aussi dans une certaine mesure parce que... Mais on essaye toujours de trouver cet équilibre finalement. Alors je pense que bon, il ne faut pas trop s'inquiéter sur les questions d'équilibre financier parce qu'à la fin, on finit toujours par avoir des compromis, mais ce que vous avez souligné, je pense, est très important. Barcelone a été un succès. Pourquoi ? Parce que vous aviez une troïka italienne, espagnole, française qui travaillait main dans la main pendant 18 mois, justement, pour préparer et pour faire le suivi. Et vous aviez une véritable solidarité et une conscience des enjeux que vous n'avez plus tellement aujourd'hui. Madame Mogherini, évidemment, se préoccupe quand même de l'Italie avec la question des migrants, mais on sent... pas vraiment qu'il y ait une solidarité franco-italienne ou espagnole sur ce type de questions. Et ça, c'est très problématique. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, à mon avis, c'est le problème que vous avez entre certains États membres et certains partenaires méditerranéens. Dans mon petit édito, j'ai mentionné la question du Maroc, quand même, parce qu'au moment où je l'ai écrite, le Maroc avait gelé toutes ses relations avec l'Union européenne à cause de l'accord de pêche, la question sahraoui et autres. Mais ça, c'est pas négligeable du tout. Donc si l'Union européenne, les États membres perdent de la crédibilité, mais là, carrément, ça a été une fin de non-recevoir, si vous voulez. L'Algérie n'est pas non plus hyper enthousiaste, la Libye n'est nulle part, l'Égypte, vous savez ce qu'il en est, on peut passer en Israël, qui d'ailleurs se rapproche de M. Poutine, qui lui vraiment a marqué des points à tous les niveaux ces derniers temps. Regardez où est la Syrie, regardez la Turquie. Ce qui est en train de se passer avec la Turquie aujourd'hui est extrêmement important. Et vous avez des tensions absolument phénoménales. Et on est rentré dans un jeu extrêmement dangereux en bafouant nos principes. Parce que j'ai étudié tout cet accord qui est un bidouillage juridique qui franchement... on parlait, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Human Rights Watch ou toutes ces ONG, mais de deal of the shame. Non, quand même, au niveau juridique, il y a des choses, c'est vraiment pas correct du tout. Ne serait-ce que considérer la Turquie comme étant un pays sûr, je suis désolé, mais on peut aller faire un tour dans le sud-est de la Turquie, vous verrez si c'est un pays sûr ou pas. Il y a un autre élément du deal que personne n'a mentionné, c'est qu'on a dit, l'Union européenne a dit qu'elle était prête à aider la Turquie pour gérer des problèmes de camps de réfugiés en Syrie. Je dis bien en Syrie, pas en Turquie, en Syrie. Et ça, c'est noir sur blanc dans l'accord. Donc là, il y a quand même vraiment des grosses questions qui se posent. Évidemment que les équilibres financiers sont importants, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y avait des grosses bagarres, effectivement, au départ, quand on a discuté un peu de tout ça. Là, je dois dire, c'était notamment la Pologne et la Suède qui étaient en avant sur le partenariat oriental. Je vous rappelle que la Pologne est soumise à l'article 7 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle peut se voir supprimer ses droits de vote au sein du Conseil, étant donné les décisions qui ont été prises récemment.
apparemment, pour la première fois, il commence à reculer. Donc, si vous voulez, la Pologne n'a plus exactement la même influence qu'elle n'a pu l'avoir il y a quelque temps. Au contraire, elle a perdu beaucoup de crédibilité, elle aussi. Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'on cherche des partenaires crédibles avec une vision à long terme. On a un peu de mal à les trouver en ce moment. Bien, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette conférence. C'était toujours trop court, bien sûr. Moi, je tiens à te remercier pour la franchise de tes propos et pour le côté parfaitement pédagogique de ce que tu nous as présenté. Je pense qu'on a avancé dans la compréhension de la PEV. Je ne peux pas dire qu'on ait beaucoup envisagé de points positifs pour l'avenir, mais ça, on verra. Merci beaucoup. Bien sûr, comme à l'habitude, vous pouvez vous retrouver autour d'un rafraîchissement au Belvédère.